À 3h17 du matin, toutes les horloges de la ville cessèrent de fonctionner. Il n'y eut ni explosion, ni cri, ni signe avant-coureur. Les aiguilles s'immobilisèrent simplement comme si un ordre invisible leur avait été donné. Dans certaines maisons, les mécanismes grincèrent une dernière fois avant de se taire. Dans d'autres, le silence fut si soudain qu'il passa inaperçu. Ce n'est qu'au réveil que quelque chose sembla profondément déplacé, sans que personne ne puisse encore mettre un mot dessus. Les premiers à remarquer l'anomalie furent les ouvriers des fours communaux. Habitués à régler leurs gestes sur des horaires précis, ils se rendirent compte que le pain n'était ni brûlé ni cru, mais que le temps estimé ne correspondait à rien. Les cadrans accrochés au mur indiquaient tous la même heure. Dans les rues encore humides de la nuit, la lumière avait une qualité étrange, comme si l'aube avait hésité avant d'arriver. Personne ne parla immédiatement de phénomènes. On parla d'erreurs, de coïncidences, d'un dérèglement mécanique collectif, ce qui en soi paraissait déjà improbable. À mesure que la matinée avançait, un malaise diffus s'installa. Les cloches de l'église ne sonnèrent pas l'angélus. Le responsable affirma plus tard avoir tiré sur la corde sans résultat. Le battant était immobile, figé dans une position qui ne correspondait à aucune logique physique. Le son, habituellement si familier, manquait soudain à l'air. Et ce silence avait un poids. Il s'insinuait entre les conversations, rendait les voix plus basses, plus prudentes, comme si parler trop fort risquait de provoquer quelque chose d'irréversible. Les habitants commencèrent à comparer leurs montres personnelles. Certaines fonctionnaient encore, mais affichèrent des heures différentes, impossibles à concilier. D'autres s'étaient arrêtées exactement au même instant que les horloges publiques. Les plus âgés évoquèrent des souvenirs vagues, des histoires racontées autrefois, jamais prises au sérieux. Les plus jeunes rirent nerveusement, tentant de dissiper l'étrangeté par le sarcasme. Mais aucun rire ne dura longtemps, car au fond de chaque regard, une même inquiétude prenait forme. Si le temps avait réellement cessé d'obéir aux règles connues, que pouvait-il encore emporter avec lui ? L'odeur du métal froid flottait autour des ateliers. Les rues pavées semblaient absorber les pas au lieu de les renvoyer. Même les animaux se comportèrent différemment. Les chiens restaient immobiles, oreilles dressées, comme s'ils attendaient un signal qui ne venait pas. Les oiseaux, d'ordinaire bruyants à cette heure, étaient presque absents. Et lorsque l'un d'eux traversait le ciel, son battement d'ailes paraissait lent, excessivement lent, au point d'en devenir dérangeant. Aucun événement majeur n'avait précédé cette nuit. Pas de tempête, pas de tremblement de terre, pas d'annonce officielle. C'est précisément cette absence de cause qui troubla le plus. Les autorités locales parlèrent d'un incident technique. Elles demandèrent le calme. Elles promirent des vérifications, mais les mots semblaient creux face à une réalité que chacun pouvait constater de ses propres yeux. Le temps, ce cadre invisible dans lequel la ville avait toujours évolué, montrait une fissure. À la tombée du jour, une peur nouvelle apparut. Et si ce n'était pas une panne, mais un état ? Et si le temps ne devait pas reprendre ? Les conversations cessèrent plus tôt que d'habitude. Les portes se fermèrent. Derrière les fenêtres, on observait la rue comme on observe un paysage étranger. Une sensation physique, presque douloureuse, s'installait dans la poitrine, semblable à une pression lente et constante. Le monde continuait de bouger, mais quelque chose d'essentiel manquait à son rythme. Cette nuit-là, beaucoup restèrent éveillés. Ils écoutaient. Ils guettaient un son, un signe, un retour à la normalité, mais rien ne vint. Et dans ce silence prolongé, une question commença à circuler sans jamais être formulée à voix haute. Si le temps s'était arrêté une fois, qu'est-ce qui l'empêcherait de disparaître pour toujours ? Le deuxième jour débuta sans véritable matin. La lumière filtrait entre les bâtiments avec la même intensité que la veille, comme si l'aube s'était figée dans une hésitation permanente. Ceux qui s'étaient finalement endormis se réveillèrent avec une sensation troublante, l'impression d'avoir dormi trop peu et trop longtemps à la fois. Les corps étaient lourds, les esprits confus. Les montres encore en état de marche indiquaient des heures contradictoires, rendant toute tentative d'organisation presque absurde. Pourtant, la ville continuait de fonctionner par inertie, par habitude, comme un organisme qui refuse d'admettre qu'un de ses organes vitaux a cessé de répondre. Très vite, une division silencieuse apparut. Certains habitants s'accrochaient à l'idée d'un simple dysfonctionnement technique. Ils parlaient de ressorts cassés, de froid nocturne, d'humidité excessive. D'autres, plus nombreux qu'ils ne l'auraient admis publiquement, ressentaient une peur plus profonde,
plus diffuse, difficile à expliquer sans paraître irrationnelle. Ce n'était pas seulement une panne d'objet, c'était une rupture dans l'ordre des choses, une faille dans ce qui avait toujours été perçu comme immuable. Les commerces ouvrirent à des moments aléatoires, les portes grinçaient, les volets se levaient sans coordination. À l'intérieur, l'odeur du bois, de la farine et du cuir se mêlait à une tension presque palpable. Les échanges étaient courts, hachés. On parlait à voix basse, comme si le temps lui-même pouvait entendre et punir ceux qui le provoqueraient. Chaque phrase semblait se terminer par une hésitation, un silence trop long, chargé de questions non posées. Au centre de la ville, là où se dressait l'horloge principale, une foule se rassembla progressivement. Personne n'avait donné d'ordre, personne n'avait appelé à se réunir. Pourtant, les corps convergeaient vers ce point précis, comme attirés par une gravité nouvelle. L'horloge dominait la place, massive, immobile, ses aiguilles figées à 3h17. Certains levèrent les yeux avec défi. D'autres détournèrent le regard, incapables de soutenir cette vision trop longtemps. Une femme murmura que fixer l'horloge trop longtemps donnait le vertige, comme si le regard glissait dans un vide invisible. Le vent soufflait faiblement, mais de manière irrégulière. Par moments, il s'arrêtait net, laissant l'air lourd, presque étouffant. On pouvait alors entendre des sons inhabituels, le craquement lointain d'une charpente, le frottement d'un vêtement, le battement amplifié de son propre cœur. Ces détails, autrefois insignifiants, prenaient une importance démesurée. Chaque bruit semblait être un message potentiel, un indice que quelque chose allait enfin se produire. Les autorités tentèrent une nouvelle fois de rassurer la population. Elles parlèrent de techniciens en route, d'experts consultés à distance, mais leurs propres horloges, posées sur les bureaux administratifs, restaient désespérément immobiles. Cette contradiction n'échappa à personne. Comment expliquer un phénomène que même ceux chargés de maintenir l'ordre semblaient en subir sans pouvoir l'influencer ? Cette impuissance visible eut un effet corrosif. La confiance, déjà fragile, commença à se fissurer. À la périphérie de la ville, certains affirmèrent avoir ressenti des sensations physiques étranges, une pression soudaine dans les tempes, une impression de ralentissement, comme si leurs gestes perdèrent de leur fluidité. D'autres parlèrent de rêves inhabituels, peuplés de scènes répétitives, de mouvements inachevés, de voix suspendues au milieu d'une phrase. Ces récits circulaient de bouche en bouche, déformés, amplifiés, jusqu'à devenir presque méconnaissables. Mais un point commun persistait. Tous évoquaient une rupture, un avant et un après impossibles à relier. À la tombée de la nuit, la peur changea de nature. Elle n'était plus seulement liée à l'incompréhension, mais à l'anticipation. Et si ce qui venait de se produire n'était qu'un prélude, et si l'arrêt des horloges n'était que le premier symptôme d'un phénomène plus vaste, plus profond, encore invisible, dans l'obscurité, les bougies projetaient des ombres déformées sur les murs. Les flammes tremblaient sans raison apparente, dessinant des silhouettes instables, presque humaines. Et dans ce jeu de lumière incertaine, une pensée s'imposa à beaucoup, sans jamais être dite. Si le temps pouvait se briser, que resterait-il de la réalité elle-même ? Le 3e jour apporta avec lui une forme nouvelle d'inquiétude, plus sourde, plus enracinée. Ce n'était plus la surprise qui dominait, ni même la peur immédiate, mais quelque chose de plus corrosif, l'adaptation. Les habitants commencèrent à comprendre que le retour à la normale n'était pas imminent, et cette prise de conscience modifia leur comportement de manière subtile mais profonde. On ne demandait plus quand les horloges refonctionneraient. On se demandait comment vivre sans elles. Les habitudes, autrefois réglées avec précision, se délitèrent. Les repas se prenaient lorsque la faim devenait trop forte pour être ignorée. Le travail cessait quand la fatigue rendait les gestes imprécis. Les enfants, libérés malgré eux de toute notion d'horaire, jouaient jusqu'à l'épuisement puis s'endormaient là où ils se trouvaient. Cette apparente liberté avait pourtant un revers inquiétant. Sans repère temporel, les journées semblaient s'étirer indéfiniment, se confondre les unes avec les autres, au point que certains ne savaient plus dire depuis combien de temps l'anomalie avait commencé. Des tensions émergèrent, de petites disputes éclataient pour des raisons futiles, puis s'éteignaient aussitôt, laissant derrière elles un malaise persistant. L'absence de temps mesurable rendait chaque désaccord plus difficile à résoudre, comme si rien ne pouvait vraiment se conclure. Les mots restaient en suspendus, les intentions inachevées. Dans les regards, on lisait une fatigue qui n'était pas seulement physique, mais existentielle.
La nuit en particulier devint problématique. Sans cloche, sans heures annoncées, l'obscurité s'installait de manière brutale, presque agressive. Les sons nocturnes semblaient amplifiés. Le craquement d'un plancher résonnait comme un pas étranger. Le souffle du vent contre les volets prenait des accents de plainte. Beaucoup allumèrent des bougies non par nécessité, mais pour lutter contre une impression d'effacement, comme si l'obscurité risquait d'engloutir plus que la simple lumière. Certains commencèrent à tenir des carnets. Ils notaient les événements, les sensations, les changements observés dans leur environnement. Non pas pour conserver une mémoire précise, mais pour se rassurer, pour prouver que quelque chose continuait d'avancer, même sans horloge. Ces écrits, fragmentaires et souvent contradictoires, témoignaient d'une même angoisse. La peur que le temps, en cessant d'être mesuré, cesse aussi d'exister. Et avec lui, la certitude que chaque chose avait un début et une fin. Au marché, les échanges se firent plus rares. Les produits étaient toujours là, mais leur valeur semblait incertaine. Comment négocier sans référence, mieux sans échéance? Certains commerçants fermaient leurs étals sans raison apparente, puis les rouvraient peu après, comme pris d'un doute soudain. Les odeurs de fruits mûrs, de viande salée et de terre humide se mélangèrent dans l'air, créant une atmosphère lourde, presque étouffante. Chaque respiration semblait demander un effort conscient. Des rumeurs commencèrent à circuler. On parlait de villes voisines épargnées, où les horloges continuèrent de fonctionner normalement. On parlait aussi de lieux plus lointains, touchés par des phénomènes similaires, bien que personne ne puisse en apporter la moindre preuve. Ces récits contradictoires nourrissaient à la fois l'espoir et la méfiance. Si le problème venait de l'extérieur, alors peut-être pouvait-il être résolu. Mais s'il venait de l'intérieur, de la ville elle-même, que faudrait-il sacrifier pour rétablir l'ordre? Les sensations physiques se firent bien plus marquées. Certains se plaignaient de vertige, d'autres d'une impression constante de pression sur la poitrine. Le sommeil, lorsqu'il venait, était peuplé de rêves répétitifs, où les mêmes gestes étaient accomplis encore et encore, sans jamais atteindre leur but. Au réveil, une fatigue profonde s'installait, difficile à dissiper. Les corps semblaient réclamer un repos que le temps refusait de leur accorder. À la fin de ce 3e jour, une certitude tacite s'imposa à la collectivité. Ce qui se produisait n'était plus un simple incident, c'était une transformation. Et face à cette transformation, une question se posait avec une insistance nouvelle, presque oppressante. Si la ville pouvait apprendre à vivre sans le temps, que deviendrait-elle lorsque le temps déciderait de revenir? Le 4e jour marqua un basculement plus inquiétant encore, car il ne fut pas défini par un événement précis, mais par une perte progressive de cohésion. La ville, jusque-là unie par une incompréhension partagée, commença à se fragmenter. Les conversations changèrent de ton. On ne cherchait plus seulement des explications, on cherchait des responsables. Et lorsque aucune cause évidente n'émerge, l'esprit collectif se tourne vers ce qu'il peut atteindre, les voisins, les institutions, les croyances. Des groupes se formèrent spontanément. Certains affirmaient seulement que le temps ne s'était pas arrêté par accident, mais en réaction à quelque chose. Une faute ancienne, un acte oublié, une injustice jamais réparée. Ils parlaient à voix basse, souvent la nuit, autour de bougies vacillantes. La cire fondue dégageait une odeur douceâtre qui se mêlait à celle de la fumée, créant une atmosphère presque suffocante. Dans ces cercles, chaque silence était interprété comme un signe, chaque bruit extérieur comme une confirmation. D'autres, au contraire, refusaient toute interprétation symbolique. Ils s'accrochaient qu'aux faits mesurables, aussi rares soient-ils. Ils inspectèrent les mécanismes des horloges, démontèrent des pendules, observaient les ressorts immobiles avec une concentration fébrile. Le métal était froid sous leurs doigts, anormalement froid, comme s'il avait été privé de toute énergie. Pourtant, malgré leurs efforts, rien ne semblait expliquer pourquoi des dispositifs indépendants, fabriqués à des époques différentes, s'étaient tous arrêtés au même instant. Cette opposition silencieuse fragilisa davantage l'équilibre déjà précaire. Les regards devenaient soupçonneux, les paroles étaient pesées, retenues, on évitait certains sujets par peur de déclencher une dispute sans fin. Dans les rues, les pas résonnaient différemment, plus rapides, plus secs. Même les gestes de politesse semblaient mécaniques, vidés de leur spontanéité. La ville respirait mal, comme un corps soumis à une pression constante. Les nuits devinrent plus agitées. Des personnes affirmaient entendre des sons impossibles, des battements réguliers, semblables à ceux d'une horloge lointaine, mais impossibles à localiser. Lorsqu'on tentait de suivre ces bruits, ils disparaissaient aussitôt, laissant derrière eux un silence encore plus pesant.
Ces récits troublaient profondément ceux qui les entendaient. Était-ce une illusion née de l'angoisse ou la preuve que quelque chose, quelque part, continuait de mesurer le temps en secret? Sur le plan physique, l'épuisement collectif s'aggrava. Les traits se creusaient, les regards perdirent leur éclat. La notion même de durée semblait se dissoudre, rendant toute attente insupportable. Attendre quoi d'ailleurs, lorsque rien n'avance de manière perceptible? Les émotions elles-mêmes semblaient s'émousser, remplacées par une lassitude profonde, presque dangereuse, car elle annulait toute réaction immédiate face au danger. À la périphérie, certains habitants commencèrent à quitter la ville. Ils partaient sans plan précis, emportant le strict nécessaire. Leur départ se faisait sans adieu formel, comme si les mots manquaient pour décrire ce qu'ils ressentaient. Ceux qui restaient observèrent ces silhouettes s'éloigner avec un mélange d'envie et de crainte. Partir signifiait peut-être échapper au phénomène, mais cela signifiait aussi abandonner toute chance de comprendre ce qui se passait réellement. Au fil de ce 4e jour, une idée s'imposa lentement, presque malgré elle. Le temps n'était peut-être pas simplement absent, il pouvait être en attente, et cette attente semblait conditionnée par quelque chose que la ville n'avait pas encore compris. Cette pensée, lourde et persistante, s'insinuait dans chaque esprit, nourrissant une inquiétude nouvelle. Si le temps attendait un geste, une décision ou un sacrifice, qui aurait le courage de le reconnaître. Le 5e jour fut marqué par un changement presque imperceptible, mais profondément déstabilisant. Ce ne fut ni un bruit, ni une lumière, ni un événement spectaculaire. Ce fut une sensation partagée, difficile à formuler, mais immédiatement reconnue par ceux qui la ressentaient. L'impression que quelque chose observait la ville. Pas une présence physique identifiable, mais une attention diffuse, comme si l'anomalie elle-même prenait conscience de ce qu'elle affectait. Les habitants commencèrent à modifier leur comportement sans vraiment s'en rendre compte. On marchait plus lentement, comme pour ne pas déranger un équilibre fragile. Les conversations se faisaient encore plus discrètes. Certains évitaient désormais la place centrale et son horloge immobile, convaincus que s'y attarder attirait le phénomène, d'une manière ou d'une autre. D'autres, au contraire, y passèrent de longues heures, assis sur les bancs froids, à fixer les aiguilles figées, comme s'ils attendaient un signe de reconnaissance. L'air semblait plus dense. Respirer demandait un effort conscient, surtout dans les espaces clos. Les odeurs familières de la ville, le pain, la fumée, la pierre humide, paraissaient altérées, plus fades ou, au contraire, excessivement présentes. Cette hypersensibilité sensorielle accentuait le malaise général. Chaque son devenait suspect, chaque silence une menace potentielle. On se surprenait à écouter son propre souffle, à compter ses pas, à chercher des repères dans des gestes répétitifs, comme pour recréer une forme de rythme. Les tensions, jusque-là diffuses, se cristallisèrent, des accusations furent murmurées, rarement prononcées à voix haute. On parlait de ceux qui savaient et qui se taisaient, de ceux qui auraient provoqué l'arrêt du temps par imprudence ou par ambition. Ces récits, souvent contradictoires, se nourrissèrent de la peur collective. Dans un monde privé de temporalité, la causalité elle-même semblait se déformer. Tout pouvait devenir la cause de tout. Certains habitants affirmèrent ressentir des moments de glissement, des instants où la réalité semblait perdre sa consistance, où les contours des objets se brouillaient légèrement. Ces épisodes étaient brefs, mais suffisamment intenses pour laisser une trace durable. Après coup, les personnes concernées avaient du mal à décrire ce qu'elles avaient vécu. Elles parlaient d'un vide soudain, d'une absence totale de repères, comme si elles avaient brièvement existé en dehors du temps, avant d'y être rejetées sans explication. La nuit, ces sensations s'intensifiaient. Le ciel pourtant inchangé paraissait plus proche, presque oppressant. Les étoiles semblaient immobiles, figées elles aussi, renforçant l'idée que le phénomène dépassait largement les frontières de la ville. Le froid s'installait plus rapidement, mordant la peau, s'insinuant dans les vêtements. Autour des feux improvisés, les visages étaient éclairés par des flammes tremblantes, projetant des ombres instables qui accentuaient les traits, donnant aux expressions une dureté inhabituelle. C'est durant ce 5e jour que l'on commença à évoquer, pour la première fois de manière plus structurée, la possibilité d'un choix collectif. Pas un choix clairement défini, mais l'idée qu'une décision commune pourrait influencer le cours des choses. Cette notion restait floue, presque abstraite, mais elle gagnait du terrain. Si le temps avait cessé de fonctionner selon les règles habituelles, peut-être fallait-il cesser de raisonner comme avant. Peut-être que la solution ne résidait pas dans la réparation, mais dans l'acceptation,
ou dans le renoncement. Cette perspective provoqua des réactions contrastées. Pour certains, elle apportait une forme étrange de soulagement. L'idée d'agir, même sans garantie de résultat, semblait préférable à l'attente passive. Pour d'autres, elle était terrifiante. Agir signifiait prendre une responsabilité dont les conséquences étaient impossibles à prévoir. Et dans un monde où le temps ne s'écoulait plus normalement, toute erreur pouvait devenir définitive. À la fin de ce 5e jour, la ville semblait suspendue à une question unique, omniprésente, mais toujours sans réponse. Une question qui ne concernait plus seulement le phénomène, mais l'identité même de la communauté. Si le temps exigeait un choix, la ville serait-elle capable de le faire sans se détruire elle-même ? Le 6e jour commença par une tentative de mise en ordre. Pas un ordre imposé, mais un effort collectif, presque instinctif, pour recréer une structure là où elle avait disparu. Des réunions improvisées eurent lieu dans différents quartiers. On s'asseyait en cercle, parfois en silence, parfois dans un brouhaha confus, cherchant des mots capables de contenir l'angoisse. La pierre froide sous les mains, l'odeur de poussière et de bois humide, le froissement des vêtements rappelèrent que le monde matériel existait encore, même si le temps semblait l'avoir déserté. Les discussions révélèrent des fractures anciennes. Des griefs remontaient à la surface, des injustices oubliées, des décisions prises autrefois sans consultation. Dans l'absence de temporalité, le passé et le présent se mêlaient, rendant chaque reproche plus lourd, plus immédiat. Certains affirmaient que le temps s'était arrêté parce que la ville avait cessé d'avancer moralement depuis longtemps. D'autres rejetaient cette interprétation, la jugeant dangereuse car elle transformait un phénomène incompréhensible en tribunal collectif. Les sensations physiques continuèrent de s'intensifier. La fatigue n'était plus seulement ressentie dans les muscles, mais dans les pensées elles-mêmes. Se concentrer devenait difficile. Les phrases perdèrent leur cohérence avant d'être achevées. Le silence, lorsqu'il s'installait, semblait plus épais que jamais, presque sonore. Dans ce silence, certains disaient apercevoir un battement régulier, très faible, comme un cœur lointain. Mais personne ne parvenait à s'accorder sur son origine, ni même sur sa réalité. Un événement, pourtant, marqua ce 6e jour. Une horloge petite et presque insignifiante, située dans une maison à l'écart, sembla frémir. Pas assez pour reprendre son mouvement, mais suffisamment pour attirer l'attention. Le mécanisme émit un cliquetis bref, sec, qui résonna dans la pièce comme une détonation. Ceux qui l'entendirent décrivirent une sensation immédiate de vertige, suivie d'un espoir violent, presque douloureux. Le son ne se répéta pas. L'horloge resta figée. Mais quelque chose avait changé. La nouvelle se répandit rapidement, déformée à chaque transmission. Certains parlèrent d'une horloge qui avait recommencé à fonctionner. D'autres affirmèrent qu'elle s'était arrêtée à une heure différente. Cette confusion alimenta une agitation nouvelle. Les habitants se mirent à inspecter leurs propres objets, à les toucher, à les secouer parfois, comme si un geste maladroit pouvait provoquer un réveil général. Le métal froid, le verre fragile, le bois usé devenaient les derniers médiateurs entre la communauté et un temps devenu inaccessible. Cette agitation eut un coup. Les tensions explosèrent plus ouvertement. Des disputes éclatèrent, parfois violentes pour des raisons dérisoires. Dans un monde sans durée mesurable, la patience semblait avoir disparu. Chaque conflit prenait une dimension absolue, comme s'il n'y avait plus de lendemain pour réparer les dégâts. Les cris résonnaient dans les rues étroites, amplifiés par les façades, puis retombaient dans un silence lourd de conséquences. La nuit apporta une atmosphère presque irréelle. Le ciel était couvert, sans étoiles visibles. L'obscurité semblait absorber la lumière des bougies plus rapidement que les nuits précédentes. Les flammes vacillaient, projetant des ombres déformées, instables, qui donnaient au visage une expression étrangère. Certains affirmèrent ressentir une accélération soudaine de leurs pensées, suivie d'un vide brutal, comme si leur esprit tentait de retrouver un rythme perdu, sans y parvenir. C'est durant cette nuit que l'idée du renoncement fut évoquée pour la première fois sans détour. Renoncer à quoi exactement ? Personne ne pouvait le dire clairement. À certaines certitudes, à certaines habitudes. Peut-être à une part de contrôle que la ville avait toujours cru posséder. Cette idée effrayait, car elle impliquait une forme d'abandon. Mais elle attirait aussi comme une promesse ambiguë de libération. À l'aube, si l'on pouvait encore employer ce mot, un sentiment partagé s'imposa. Le phénomène touchait à son point de rupture. Soit le temps reprendrait, transformé, imprévisible, soit la ville basculerait définitivement dans un état où plus rien ne pourrait être comparé,
mesurer, réparer. Cette conscience collective, lourde et silencieuse, faisait naître une dernière interrogation, plus pressante que toutes les autres. Si le temps revenait, reviendrait-il comme avant, ou exigerait-il un prix que la ville n'était pas prête à payer ? Le 7e jour s'installa sans rupture visible, mais avec une tension différente, presque électrique. La ville semblait retenir son souffle. Les rues étaient plus calmes que jamais, non pas par apaisement, mais par anticipation. Les habitants se déplaçaient lentement, avec une prudence inhabituelle, comme si chaque pas pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. Les regards se croisaient plus longtemps, chargés d'une compréhension silencieuse. Quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Autour de la place centrale, les groupes se reformèrent, non plus pour débattre, mais pour être présents. L'horloge immobile dominait toujours l'espace, indifférente aux attentes qu'elle suscitait. Le métal, terni par l'humidité, reflétait une lumière pâle. En s'en approchant, certains disaient se ressentir une vibration infime sous leurs doigts, comme une résonance trop faible pour être entendue. Était-ce réel ou simplement le résultat de jours entiers passés à guetter le moindre signe ? La frontière entre perception et imagination s'était depuis longtemps estompée. Puis, sans annonce, sans préparation, un changement se produisit. Pas un mouvement spectaculaire des aiguilles, pas un carillon éclatant. D'abord, un son, à peine perceptible, un cliquetis sec, isolé, suivi d'un silence plus dense encore. Quelques secondes, ou ce qui ressemblait à des secondes, plus tard, un autre bruit se fit entendre, différent, plus profond. Un battement, lent, régulier. Beaucoup portèrent instinctivement la main à leur poitrine, comme pour vérifier que ce qu'ils entendaient ne provenait pas de leur propre corps. Les horloges ne repartirent pas toutes en même temps. Certaines restèrent figées, d'autres avancèrent d'un seul coup de manière brusque, comme si elles tentèrent de rattraper quelque chose d'irréparable. Les montres personnelles indiquèrent soudain des heures cohérentes, mais personne ne sut dire lesquelles étaient justes. Le temps semblait revenu, mais fragmenté, instable, comme s'il avait été endommagé par son absence prolongée. Les réactions furent contrastées. Certains pleurèrent, submergés par un soulagement inattendu. D'autres reculèrent, saisis par une peur nouvelle, car ce retour n'avait rien de rassurant. Les corps réagirent étrangement. Une fatigue écrasante s'abattit sur beaucoup, comme si des jours entiers s'étaient soudain condensés en quelques instants. Les sensations, longtemps étouffées, revinrent avec violence. Le froid, la faim, la douleur. Le temps, en revenant, réclamait ce qui lui avait été refusé. Dans les heures qui suivirent, la ville tenta de reprendre ses activités, mais quelque chose résistait. Les gestes étaient hésitants, les conversations maladroites. On parlait du phénomène, bien sûr, mais toujours avec précaution, comme s'il pouvait se répéter au moindre faux pas. Les horloges fonctionnaient à nouveau, mais plus personne ne leur accordait une confiance totale. On les consultait, puis on levait les yeux comme pour chercher une confirmation ailleurs. Peu à peu, une certitude s'imposa. L'arrêt du temps n'avait pas été une parenthèse sans conséquence. Il avait laissé une trace invisible mais profonde, une conscience nouvelle de la fragilité de l'ordre sur lequel reposait la vie collective. La ville avait appris à exister sans le temps, et cette expérience l'avait transformée. Certains liens s'étaient brisés. D'autres s'étaient renforcés de manière inattendue. Rien n'était revenu exactement à sa place. Des années plus tard, lorsque des visiteurs interrogeraient les habitants sur cet épisode, les réponses resteraient vagues, parfois contradictoires. On parlerait d'horloges arrêtées, de journées confuses, de peurs exagérées, mais derrière ces récits prudents, une vérité persistait. Ceux qui avaient vécu ces jours-là savaient que le temps n'était pas une simple mesure. C'était un accord fragile, tacite, entre les êtres humains et le monde qui les entourait. Et parfois, lorsque la nuit est trop silencieuse, certains affirment encore entendre ce battement lointain, régulier, presque imperceptible. Comme un rappel. Ou peut-être comme un avertissement, car une question demeure, suspendue au-delà des aiguilles et des cadrans. Si le temps s'est déjà arrêté une fois, qui peut affirmer avec certitude qu'il ne le fera jamais à nouveau ?